Marceau, le soir. Avec Marceau et Laurence. Radio X. Notre invité, qui s'en vient? Quel homme? Chaque fois que j'y parle, chaque fois que je le rencontre, je me dis, mais quel homme? Christian Page, journaliste, chroniqueur, auteur et conférencier, c'est l'enquêteur du paranormal. Salut! Salut! tu mets la barre haute, là. Comment vas-tu et comment a été ta fin de semaine à Québec? Ben écoute, ça a été très bien. Les gens sont venus en grand nombre. Je pense qu'ils ont apprécié cette approche. Les gens qui me connaissent savent que j'ai une approche relativement critique par rapport au paranormal, pas fermée, mais assez critique. Et là, je pense que preuve à l'appui, j'ai bien montré aux gens qui étaient en salle que lorsque l'on parle de conspiration, incluant notamment la NASA, bien souvent, les conspirateurs ne sont pas ceux qu'on pense. J'ai montré de manière très éloquente que la littérature qu'on retrouve, la littérature en fait qui est consacrée aux ovnis, aux théories du complot, on aime bien nous rouler dans la farine. On aime bien nous présenter des photographies d'un cristaux de glace comme étant un ovni. On aime bien maquiller des photos pour essayer de nous faire croire qu'il y a des bases sur la Lune, etc., etc. Et tout ça, bien sûr, ce n'est pas la NASA, mais ce sont souvent les ufologues, les amateurs de théories du complot qui se plaisent à nous bourrer comme des dindes, là, ouais. Est-ce que tu as déjà été capable d'entretenir une discussion avec un gars qui est un adepte de la théorie du complot? Est-ce que ces gens-là sont capables d'entretenir une discussion puis d'écouter tes points? Non. Puis... Non, hein? Non, les gens, les adeptes, là, pur, parce que, en fait, j'ai un livre qui sort à la fin août, sur les théories du complot, l'enquêteur du paranormal et les théories du complot. Mais dans ce livre-là, ça s'adresse pas aux théoriciens du complot, ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde, qui ont entendu ces histoires-là, qui veulent savoir d'où ça vient, est-ce qu'il faut leur accorder un crédit, quelle est la réalité derrière ça, comment les faits ont été déformés. Donc vraiment, à monsieur et madame tout le monde. Je sais déjà que les théoriciens du complot vont qualifier cet ouvrage-là de véritable torchon, et je sais également que les théoriciens du complot ne le liront pas, donc ils vont tirer à boulet rouge dessus, parce que les théoriciens du complot ont déjà une idée toute faite. Pour eux, là, c'est peu importe la théorie que tu prends, nous ne sommes pas allés sur la Lune. Le World Trade Center, ça a été une inside job, donc un travail de l'intérieur. Le président Kennedy a été assassiné par la CIA et la mafia. Donc ces gens-là ont déjà leur idée. Et toute opposition à ça te place toi-même comme étant un artisan du complot. Donc moi, les gens sont persuadés, les théoriciens du complot, ces gens-là sont persuadés que moi, Christian Page, je suis payé par les autorités pour dégraisser le sujet des ovnis, dégraisser les théories du complot, et que je dois recevoir des milliers de dollars par année pour être, moi, un rouage de la désinformation. Je te rassure, Yannick, qu'il n'y a rien de vrai dans tout ça. Je suis pareil comme toi, je fais cette chronique à la radio, et on remercie nos patrons de nous garder en ombre. Oui, parce que ce que tu m'amènes là comme information, comme quoi tu étais payé par les autorités pour dégraisser tout ça, puis faire semblant que tout ça ce sont des histoires inventées, là. Je l'avais entendu. Il y a des gens qui m'écrivent après ton passage sur nos ondes, qui disent il fait partie de la gang, c'est normal qu'ils sachent pas tout, qu'ils nous disent pas toute la vérité. Moi, le pire que j'ai lu, je l'ai lu de 2-3 auditeurs différents, c'est que t'étais un reptilien. Hein? Wow! J'ai toujours pensé aussi, je trouvais là que t'avais un teint plutôt vert, Christian. Oui, mais j'ai une belle langue de lézard. Bienvenue aux dames. On trouvait que t'avais de la misère avec tes S. C'est ça. Non, c'est ça. Donc, les théoriciens du... Puis, il y a toute une mécanique en derrière la théorie du complot. Pourquoi les gens adhèrent aux théories du complot? Il y a toutes sortes d'études sociologiques qui montrent bien les mécanismes intellectuels, les mécanismes psychologiques, les mécanismes sociologiques qui fait que les gens vont adhérer aux théories du complot. Parce que, somme toute, de toi à moi, les théories du complot, quand on les prend au deuxième niveau, ce sont des histoires qui sont assez amusantes, Ce sont des histoires sur des histoires. Ouais. Donc, on a la mort de John F. Kennedy, là, on a toutes sortes d'histoires que l'on raconte autour de ça. Mais, somme toute, à la rigueur, ça peut être amusant, puis ce sont des scénarios alternatifs. Mais il y a des gens qui prennent ça au premier degré. Et moi, je peux te dire, là, en fait, il y a 2 théories du complot auxquelles je me suis souvent adonné de parler, et je me suis frotté vraiment à une opposition agressive, là. Et ces théories du complot sont le World Trade Center, donc les événements, les attentats terroristes du 11 septembre
septembre 2001. Et les chemtrails. Ça, les chemtrails, ce sont des traînées, bon, on connaît tous les contrails, condensation trail, les traînées de condensation. Ce sont ces longues traînées blanchâtres que l'on voit derrière les avions lorsqu'ils volent à 25 ou 30 000 pieds d'altitude. Ce sont des traînées de condensation qui sont produites par les réacteurs des avions, qui fait que l'eau va se condenser et donner ces longues traînées. Depuis une vingtaine d'années maintenant, il y a des gens dans la théorie du complot qui croient que ces traînées-là ne seraient pas essentiellement que des traînées de condensation, mais ce seraient des épandages de gaz illégaux, bien sûr, clandestins, et le largage de ces gaz-là au-dessus des populations. Et là, bien sûr, je parle pas parce qu'on le sait, durant la guerre du Vietnam, par exemple, les Américains ont largué sur certaines régions l'agent orange, qui était un défoliant cancérigène. Durant les années 50, les Britanniques ont mené des tests également en épandant dans le ciel du sud de l'Angleterre des gaz qui donnaient les mêmes effets, par exemple, que ceux qu'on aurait pu rencontrer dans une guerre bactériologique. Que des événements comme ceux-là aient été faits de manière illicite, sans le consentement des populations qui ont été littéralement pris en otage, oui, ça s'est produit. Mais ça s'est produit de manière sporadique et bien sûr, c'est condamnable. Quand ces gens-là se sont fait prendre la main dans le sac, les autorités internationales ont dit « Hey, qu'est-ce que vous avez fait là? Ça n'a pas de bon sens. » Et ces gens-là ont été mis à l'amende, ont été sévèrement rebroués pour avoir fait ça. Donc, que des activités comme celle-là aient eu lieu de manière sporadique, bien sûr, je ne conteste pas ça. Mais pour les tenants de la théorie des contrails, c'est que là, on est en présence d'un épandage massif, une collusion internationale avec les grands de ce monde pour larguer sur des populations entières des gaz qui, somme toute, auraient plusieurs effets. Soit, dépendamment à qui tu t'adresses, ça servirait à contrôler les populations, d'autres à les rendre malades pour favoriser le complexe industriel, pharmaceutique. Donc, il y a toutes sortes de raisons pour ça. Et moi, quand j'ai abordé, donc, et c'est évidemment, quand on regarde les éléments, ça tient pas la route, cette histoire-là. Mais quand j'ai abordé ça avec les gens, puis j'évoque ça de manière publique, écoute, c'est une levée de bouclier, les courriels orduriers, là, pas rien, on n'est pas seulement critique, on est littéralement ordurier à mon endroit. Vous êtes un imbécile, puis là, c'est vraiment, je minimise les mots, là, de croire à ça, les gouvernements font ça, etc., etc. Et tu lui demandes, OK, parfait, mais en 20 ans, là, where is the proof? Hein? Où sont les preuves? Rien. Un complot comme celui-là, on le comprend bien, en 20 ans, ça demande des pilotes, ça demande des compagnies pharmaceutiques ou chimiques qui vont monter à bord des avions ces gaz-là. Ouais. Ça demande également une collusion entre les contrôleurs aériens. Les avions ne peuvent pas comme ça circuler n'importe où puis larguer des gaz. Hein. Il y a d'autres appareils en vol, donc ça demande une collusion des agences. Ces gaz-là, s'ils seraient retombés, essaie de t'imaginer, là, je viens de te donner un exemple assez simple, un peu ridicule, mais quand même assez simple. Tu sais que à travers les États-Unis, prenons que les États-Unis, il y a plus de 50 000 laboratoires qui travaillent dans le domaine de l'environnement et qui sont des laboratoires non gouvernementaux. Donc, aucun contact avec le gouvernement. Des laboratoires qui sont de la recherche privée ou de la recherche universitaire, mais qui n'est pas liée au gouvernement. Ce sont ces mêmes chercheurs-là, environnementalistes, qui ont tiré la sonnette d'alarme pour dire « Hey, attention !» La température se réchauffe, il y a un réchauffement de la planète et ça va entraîner, ne serait-ce que de 2 ou 3 degrés à longue échéance, ça va entraîner des transformations importantes à l'échelle mondiale. Et depuis, donc, il y a eu une alerte internationale et on est de plus en plus conscient maintenant de ce problème de réchauffement de la planète et les grands gouvernements essaient d'émettre des politiques pour minimiser les gaz à effet de serre, l'émission de gaz à effet de serre. Ce sont ces mêmes laboratoires-là, donc, qui sont composés principalement, là, aux États-Unis, seulement 50 000 laboratoires privés. Alors, s'il y avait des avions qui larguaient des gaz chimiques, le gaz X ou Y, ces gaz-là retomberaient sur les populations. Ces mêmes laboratoires-là, au quotidien, prennent des échantillons de sol, prennent des échantillons de pluie, prennent des échantillons d'air. Tu comprends bien qu'il y avait 2-3 scientifiques dans un laboratoire quelque part au Wyoming, un gars qui aurait dit à son chum, « Écoute, Bob, tu as remarqué, toi, depuis une couple d'années, on a un petit peu plus de chlorure de sodium dans l'air. » Ben oui, tu as remarqué. Tu comprends? On dirait que ça passe sous le radar des grands laboratoires, et là, les théoriciens du complot sont pas achalés de ça.
Alors, c'est attends une minute, là. T'es-tu en train de me dire que c'est 50 000 laboratoires qui impliquent des centaines, parce que si tu le multiplies, là, 50 000 laboratoires, 10, 20, 30 employés par laboratoire, là, t'es rendu à 1 million, 2 millions d'employés. Tous ces gens-là font partie du complot. Tous ces gens-là ne le disent pas. C'est comme quelque chose qui va pas. Effectivement, mais tu sais, bien simple, les attentats du 11 septembre. Il y en a qui pensent que c'est une job de l'intérieur. Il y a des spécialistes qui disent, ouais, mais pour faire ce type de job-là, supposons qu'on met des explosifs, là. OK, pour faire le mirage complet là, on met des explosifs, faut garder à peu près faut garder plusieurs milliers de personnes dans le secret pendant des mois et des mois parce que il faut poser ces fameuses dynamites là dans les deux tours là. Fait ces gens-là le savent, ça va devenir ils vont devenir des tueurs parce qu'ils ont mis de la dynamite là puis ils ont tué du monde. Fait faudrait que 3-4 000 Américains aillent participer à ça, puis aillent accepter de tuer des gens juste pour faire prospérer l'Amérique à l'extérieur de l'Amérique. C'est complètement loufoque. Là. Voilà. Et ce que tu dis, Yannick, et on peut même pousser plus loin cette logique-là, c'est-à-dire que dans le cas, oui, tu mentionnes, ces gens-là vont commettre cet acte-là. Et là, les théoriciens du complot disent, oui, mais beaucoup de gens étaient au courant du projet Manhattan, la bombe atomique, et ce projet-là a été gardé secret pendant de longues années. Premièrement, on parle pas de milliers de personnes qui étaient au courant du projet Manhattan. Et deuxièmement, le projet Manhattan était un projet d'envergure, mais qui était un projet patriotique. Tu comprends? Les gens qui ont travaillé au projet Manhattan étaient conscients qu'ils travaillaient un projet patriotique pour le pays. Les gens qui auraient travaillé au projet World Trade Center, appelons-le comme ça, les gens qui travaillaient au projet World Trade Center, on est tous d'accord que si demain matin, si ça devait être vrai, et si demain c'était révélé publiquement, les gens derrière ça, l'administration Bush, à n'en croire les théoriciens du complot, ces gens-là seraient accusés de crimes contre l'humanité, seraient immédiatement en procès à la haie, et ces gens-là seraient envoyés en prison. Donc, il n'y a pas personne qui a cru, s'il y a vraiment eu un inside job, personne de ces gens-là n'ont cru qu'ils faisaient un travail patriotique. Hein? Ces gens-là étaient tous conscients qu'ils commettaient un crime contre l'Amérique, et tout ça pour favoriser une petite clique en haut lieu. Donc, à partir de là, on se dit, OK, parfait. Là, on a 2 ou 3 000 personnes qui auraient été impliquées parce que il faut échafauder le plan, il faut le mettre en place. Et là, on parle d'avions téléguidés, les bombes, la dynamite. Écoute, c'est énorme. Alors, allons maintenant, poussons ce principe-là de manière le plus ridicule possible. Ça s'est passé en 2001. On est en 2017. Entre 2001 et 2017, il est certain que certaines de ces personnes-là, en supposant qu'elles existaient, ces gens-là qui faisaient partie du complot, c'est certain que plusieurs d'entre elles ont été diagnostiquées de cancer et avec un mauvais pronostic. Hein? Oui. C'est parce que chaque année, des milliers de gens se font diagnostiquer de cancer. Donc, on suppose que, mettons, des 1000 personnes qui ont été impliquées dans les attentats du World Trade Center, de ces 1000 personnes-là, il doit bien en avoir 4 ou 5 qui ont été, depuis 17 ans, diagnostiqué avec un cancer, avec un mauvais pronostic, qu'il lui reste 3 mois, 4 mois, 6 mois à vivre. Si moi, j'étais l'un d'entre eux, hein? Je ne sais pas dans quel pays vivent les théoriciens du complot, probablement dans leur monde à eux, il y a des licornes, des schtroumpfs à tous les coins de rue, mais dans la réalité, si moi, Christian Page, j'avais placé de la dynamite dans World Trade Center et que mon médecin me disait, Monsieur Page, il vous reste 3 mois à vivre, demain matin, je me revire de bord, je m'en vais au Washington Post, puis je lui dis, vous gardez mon anonymat, vous me donnez $1 million, puis je vais vous dire comment on a mis les bombes dans le World Trade Center. T'as raison. Et depuis 2001, on est en 2017, depuis 2001, combien de ces gens-là sont-ils sortis de l'ombre pour raconter comment le complot du 11 septembre avait été mené? Combien? 0. Ouais. Aucun. Puis ramenons ça plus petit. Pensons aux entreprises. On est en entreprise, on se confie à quelqu'un. Et cette personne-là va aller raconter notre secret à 2-3 autres personnes à la job. Absolument. C'est difficile de garder un secret entre 3 personnes. Alors imaginez non seulement garder un secret entre des centaines, sinon des milliers de personnes, mais avec le temps qui s'écoule, bien sûr, de ces gens-là, on vit dans un monde capitaliste. Là, on le sait, là, l'argent, c'est l'argent. Tu sais. Des gens vont être tentés de révéler le truc. Écoute, on en parle tellement. Je vais vous le dire, qui a été impliqué là-dedans. De toute façon, je meurs dans 3 mois.
Fait que, tu sais, puis je vais mourir, personne va connaître mon identité, mais l'avenir de ma famille sera assuré par des millions de dollars et je me serai libéré d'un poids sur la conscience parce que on est quand même conscient, là, on a tué 3000 Américains ce jour-là. Là. Ouais. Tu sais, c'est jamais arrivé. Et un que ça, là, tu dis, écoute, ça, là, c'est le b.a.-ba du bon sens. Comment des gens, quand on replace ce contexte-là, comment des gens peuvent dire, ben non, ces gens-là gardent le secret. Ben non, ces gens-là sont pas intéressés par l'argent. Ben non, c'est des Illuminati. Ben non, c'est des extraterrestres. Ben non, c'est les reptiliens. Hey! Dans ton pays, toi là, quoi? Il y a des schtroumpfs à tous les coins de rue? Hein? C'est quoi? Dans quoi tu vis? Je sais pas. Hein? Tu vis dans un monde assez bizarre, tu sais. Oui, effectivement. Malheureusement, c'est un peu ça qui se passe. Mais Christian, je voulais pas te fâcher. Je voulais pas te fâcher. Maintenant, pour ta chronique de l'insolite, on parle de l'Afrique. Selon une certaine hypothèse, l'Afrique ne serait pas le berceau de l'humanité. Voilà, et ça, c'est une révolution en paléontologie. Ben, j'imagine que tu t'es fait dire ça toi aussi à l'école. Moi, quand j'étais jeune, on nous disait, quand on parle du berceau de l'humanité, bien sûr, on parle de l'endroit où sont apparus les premiers ancêtres de l'homme moderne, oui, où il y a eu cette séparation entre les ancêtres des grands singes actuels et les ancêtres de l'homme. Et on situait à peu près au centre-Afrique l'apparition de ces premiers ancêtres. Et ça, c'était vrai lorsque j'étais jeune, et j'imagine que probablement toi et Laurence, quand vous avez fréquenté l'école, ben j'imagine que dans vos premiers cours, on vous a raconté ça. Les premiers êtres humains sont apparus quelque part en Afrique. C'était l'Australopithecus africanus robustus. Oui. Bon, tu te rappelles de ça? Oui. Et là, bon, évidemment, il y a de nouveaux ancêtres qui sont venus reculer un peu cette échelle-là, mais ça restait que l'Afrique demeurait le berceau de l'humanité. Et là, voilà qu'une nouvelle étude, publiée le 22 mai dernier, vient mettre un peu un bémol sur cette histoire-là. Et je t'explique, en fait, on est parti de 2 découvertes de fossiles. Durant la Deuxième Guerre mondiale, en Grèce, les Allemands ont creusé des bunkers. Et en creusant des bunkers, on a trouvé une partie de mâchoire qu'on a conservée, mais c'était une partie d'une mâchoire fossilisée qui visiblement venait d'un ancêtre de l'être humain moderne. Et après ça, en Bulgarie, quelques années après, on a trouvé une dent qui visiblement appartenait pas au même individu, tu l'auras bien compris, mais à la même humanité de cette époque. Donc tout ça a été gardé de côté, et là voilà qu'une équipe de chercheurs composée de Bulgares, composée d'ailleurs de Canadiens, d'Européens, des Grecs, on a refait une analyse de tout ça en utilisant une sorte de modélisation 2D, 3D, analyse au carbone 14, et on arrive à la conclusion que ces fossiles dateraient à peu près de 7 millions 200 000 ans, donc 7,2 millions d'années. On est déjà 200 000 ans plus tard ou plus tôt que les ancêtres africains. Ça veut donc dire que quelque part en Europe, il y a 7 millions 200 000 ans, on aurait eu des premiers ancêtres de l'être humain qui auraient commencé à vivre en Europe, et ce 200 000 ans avant que leurs cousins africains n'apparaissent. Alors, évidemment, tu comprends que ça vient changer complètement la donne de tous les livres d'histoire, parce qu'on a toujours situé le berceau de l'humanité en Afrique. Ouais. Inutile de dire aussi que ça ne fait pas l'unanimité, parce que, bon, cette première étude-là, de nombreux chercheurs disent, attention, il y a tout un contexte historique, paléontologique, on devra faire de nouvelles études, mais déjà là, on peut dire que c'est un peu un coup de pied dans la ruche, là. Disons que la communauté paléontologique se gratte un peu la tête en se disant, waouh, on s'est peut-être trompé et il faudra peut-être réécrire les livres d'histoire. Oui, puis c'est ça qui est particulier, hein, quand on fait une découverte de ce type-là, puis on a toujours pensé le contraire, c'est qu'il y a des livres et des livres qui ont été écrits sur le sujet. Oui. Là, on découvre quelque chose, ça l'annule tout ce qui a été dit avant, puis on repart à zéro. De faire changer l'histoire rapidement, oui, c'est difficile. Oui, et ça, c'est quand même fascinant, et ça montre bien quelle est cette démarche scientifique, hein? C'est-à-dire que la démarche scientifique, contrairement dans le domaine du paranormal, puis on dirait que les gens du domaine du paranormal n'aiment pas voir leur hypothèse challengée, remise en question. Alors que dans le domaine de la science, on le fait continuellement, ça. Et si on s'est trompé, on accepte qu'on s'est trompé et on recommence, parce que dans le domaine de la science,
Généralement, là, la règle scientifique, c'est que le scientifique doit être détaché émotivement de son sujet d'étude. Oui. Donc, si tu es détaché de ton sujet d'étude, alors que dans le domaine du paranormal, on le sait, les amateurs des chasseurs de fantômes sont liés émotivement à leur sujet. Dans le domaine de la science, il n'y a pas ça. Donc, écoute, s'il faut réécrire les livres d'histoire, on les réécrira, c'est tout. Pour moi, si on regarde entre ce qu'on m'a appris lorsque j'étais gamin à l'école, ça fait quand même de nombreuses années, et la paléontologie d'aujourd'hui, on a eu quand même une grande révolution. Et cette grande révolution-là, c'est l'homme du Néandertal versus l'Homo sapiens. Donc, nous, on est l'Homo sapiens sapiens. C'est comme ça qu'on nous appelle. Et si on parle le terme technique, et il y a l'homme du Cro-Magnon. Et quand j'étais jeune, on croyait que l'humanité avait évolué un peu comme un Tarzan se balançant d'une liane à un autre. C'est-à-dire qu'il y avait eu une humanité, les Australopithecus, et puis à un moment donné, est arrivé une nouvelle civilisation, une nouvelle humanité, et qui avait remplacé la précédente, et ainsi de suite. Maintenant, on sait que c'est pas vrai. On sait maintenant qu'il y a eu que plusieurs de ces humanités ont vécu ensemble. Donc, par exemple, les Cro-Magnons vivaient en même temps que les Homo sapiens. Mais les Homo sapiens étant plus habiles, mieux adaptés, éventuellement, il y a eu bien sûr un métissage entre les deux groupes, mais c'est les Homo sapiens qui ont remporté le combat de l'adaptation. Donc, c'est eux qui ont survécu. Mais ces deux groupes-là ont vécu. Donc, tu t'en allais sur la rue, tu étais Homo sapiens, puis hop, tout d'un coup, tu rencontrais Homo Cro-Magnon. On peut-tu dire dans le sentier? Ouais, je suis d'accord dans le sentier. Mais tu vois, c'est quand même, ça a été une très grande révolution quand les paléontologues ont accepté cette idée-là que des humanités avaient coexisté en même temps. Donc, et là, écoute, on a réécrit les livres d'histoire pour ça. Et je suis persuadé que si on devait démontrer que le berceau de l'humanité a été la vieille Europe et non pas l'Afrique, on réécrira les livres d'histoire et pour les générations à venir, il y aura une nouvelle pensée. Prochain sujet, ça captivera sûrement Laurence. Marilyn Monroe aurait été assassinée parce qu'elle s'apprêtait à faire des révélations qui allaient changer le cours de l'histoire. Ouais, ça c'est assez amusant parce que quand on parle des théories du complot, bien sûr, les assassinats ambigus font toujours un peu la une, hein. C'est-à-dire que est-ce que Michael Jackson a été assassiné ou est-il mort simplement d'une mauvaise injection? Elvis Presley est-il vivant ou a-t-il orchestré sa mort? Et puis bien sûr, Marilyn Monroe s'est-elle suicidée? Je vous rappelle pour les auditeurs, je rappelle qu'en août, c'était le 5 août 1962, donc Marilyn Monroe se serait apparemment suicidée en utilisant des barbituriques. Et là, bien sûr, on sait que Marilyn Monroe a entretenu des liaisons amoureuses avec les deux frères Kennedy. Pas les deux, là. On parle de John Kennedy, qui était le président des États-Unis, et également avec son frère, qui était attorney général, qu'on pourrait comparer ici au ministre de la Justice, donc Robert Kennedy. Elle a entretenu des relations, donc, avec ces deux bonhommes-là. Et là arrive ce mois d'août 1962, et elle décède de cette prise de barbiturique. Il n'y a eu aucun doute que son décès sur le plan clinique, il y a eu une autopsie. C'est un médecin de Los Angeles, le Dr Thomas Noguchi, qui avait mené l'autopsie. Pour lui, il n'y a aucun doute que Marilyn Monroe est morte parce qu'elle a ingéré ses barbituriques. Et dans les proches de Marilyn Monroe, on pense par exemple un peu à son parrain artistique qui était Frank Sinatra. Ouais. On pense également à des gens qui l'ont côtoyé, qui ont tourné des films avec elle, comme Dean Martin. Pour eux, il n'y a eu aucun doute que Marilyn Monroe s'était suicidée. Elle était dépressive et elle avait des comportements qui attiraient ça. Mais évidemment, le fait qu'elle a eu cette relation avec les frères Kennedy, les théoriciens du complot disaient si on l'avait assassinée parce qu'elle se préparait à faire des révélations. Parce que, évidemment, c'était même si les Kennedy jouissent d'une belle réputation, il y avait quand même des choses un peu glauques qui se passaient en coulisses. On parle par exemple d'un projet, je pense que c'était le projet Mongoose, qui voulait que la CIA cherchait à assassiner Fidel Castro à la demande de John Kennedy. Donc il y avait toutes sortes de petits trucs un peu comme ça qui auraient bien sûr terni l'image de ce président. Et on nous dit peut-être que Marilyn se préparait à faire ses révélations et c'est pourquoi on l'aurait assassinée. Donc ça circulait depuis quelques années, ça revient de manière sporadique. Et puis voilà, on nous annonce qu'il y a un nouveau documentaire sur le web, et je vais t'en parler après, donc un documentaire qui vient de sortir. Les théoriciens du complot, les amateurs d'OVNI, bien sûr, en parlent de manière dithyrambique. C'est un documentaire qui s'appelle Unacknowledged, qui veut dire
non reconnus. Et ce documentaire qui est dirigé par un type, qui a été réalisé par un type qui s'appelle Michael Manzola, ce documentaire nous dit Marilyn Monroe aurait été assassinée parce qu'elle se préparait à faire des révélations sur la présence des extraterrestres. Moi, je sais pas, je me suis dit que si je m'étais retrouvé dans l'intimité avec Marilyn Monroe, j'aurais eu autre chose à lui dire sur l'oreiller qu'il y a des petits hommes verts cachés quelque part. Mais quoi qu'il en soit, c'est apparemment ce que John Kennedy aurait confié à la belle Marilyn. Et Marilyn se préparait, semble-t-il, à révéler le poteau rose. Et c'est pour cette raison qu'on aurait décidé de l'éliminer. Alors ça, c'était... Là, je te livre la nouvelle. Ça a bien sûr attiré ma curiosité, cette histoire de documentaire unacknowledged. Alors j'ai dit, faut que j'aille voir ça. Alors, je pense que je t'ai envoyé la bande-annonce. Veux-tu la faire entendre au public ou on passe par-dessus? Je pense qu'on l'a pas sorti. On l'a pas vu, OK. Ah ben OK, c'est pas grave. Alors, écoute, c'est un documentaire qui était payant. Donc, sur une chaîne web, il fallait débourser 5$. Ce que j'ai fait pour avoir ce documentaire, que les ufologues qualifiaient de manière là, très gracieuse, c'est fantastique, c'est merveilleux. Alors, là, ce que je découvre là-dedans, c'est que c'est pas tout à fait ce qui est annoncé. En fait, la couverture, il y a un petit peu d'un écran de fumée derrière ça. On nous dit bien sûr que le documentaire est réalisé par Michael Manzola, mais dans les faits, le véritable artisan derrière ce documentaire, c'est un type qui s'appelle Stephen Greer. Stephen Greer est une véritable vedette dans le milieu des ovnis. Pour te le situer, c'est un urgentologue, donc un médecin urgentologue de la Virginie, qui a abandonné à peu près complètement la pratique médicale pour se consacrer essentiellement aux ovnis. Et ce type-là, donc, il est aussi un peu théoricien du complot. Il y a une approche un peu mystique, ésotérique. Ce n'est pas que des mauvais commentaires. Il a quand même fait des trucs qui étaient relativement bien. Je pense notamment en 2001, il a mis de l'avant un projet qu'on a appelé le projet Disclosure. Parce qu'il faut savoir que dans le domaine des ovnis, beaucoup de gens ont occupé à un moment donné des positions dans des administrations importantes. Ils ont été témoins de choses insolites qu'ils associent aux ovnis. Et bien sûr, ces gens-là avaient peur d'en parler, de peur, évidemment, parce qu'ils craignaient une représailles de leur ancien employeur, et avaient peur de perdre des avantages sociaux. Hein. Tu vas te faire couper ta pension, tu vas te faire ci et ça. Donc, ces gens-là gardaient le silence. Stephen Greer, en 2001, a réalisé une sorte de plateforme et ça s'est tenu au National Press Club de Washington, et il avait mis en place une sorte de mécanisme légal. Donc il y avait comme des avocats qui disaient vous pouvez dire ceci, pas dire ça, etc. Donc il y avait une sorte de consultation légale, et il y a plein de gens qui sont venus parler, témoigner de choses qu'ils avaient vécues alors qu'ils étaient dans des administrations. Je pense par exemple le directeur du Bureau des enquêtes fédérales de l'aviation, qui venait raconter qu'à un moment donné, il y avait un pilote japonais au-dessus de l'Alaska qui avait croisé un ovni, en fait, qui était 4 fois plus gros que son jumbo jet. On parle d'un avion ici, un Boeing 747, et que tout ça avait été détecté sur les radars, et que l'administration, à ce moment-là, avait voulu étouffer l'affaire. Donc, ces gens-là sont venus raconter des choses très intéressantes. Donc ça, c'était le projet Disclosure, une belle initiative. Faut pas se le cacher, une belle initiative. Mais en revanche, Stephen Greer, c'est un peu une sorte de weirdo aussi. Ce type-là, écoute, depuis quelques années, se retire dans le désert et il charge un fort montant à des gens pour l'accompagner dans le désert. Ces gens-là se mettent en position du lotus, font des aoums dans l'espoir de communiquer avec des intelligences extraterrestres. Écoute, là... tu te dis, ils en ont fumé du bon stock. Mais tu sais ce qui m'agace? C'est des gens qui ont quand même des professions. Tu sais, quand on parle d'astronautes, quand on parle de pilote d'avion, de ligne, exemple, quand on parle d'un gars qui est urgentologue, puis qui amène ce genre de discours-là, qui amène des gens dans le désert pour faire des aoums puis discuter avec les extraterrestres, tu sais, on pense toujours que ces gens-là qui croient aux extraterrestres, exemple, c'est toujours le gars en bobette dans son sous-sol, là, tu sais. Ouais, non, il y a des gens... C'est un urgentologue. Oui, rappelons-nous de tristes mémoires, et vous êtes bien placé à Québec pour le savoir, rappelons-nous de tristes mémoires lors du Temple solaire. Oui. Les gens qui étaient membres de l'OTS,
Oui. Il n'y avait pas là-dedans que des imbéciles, il y avait des cadres, il y avait des gens qui étaient éduqués. Et ces gens-là croyaient réellement que les leaders du groupe, Dimambro et Jouret, étaient réellement en contact avec des entités supérieures, des intelligences supérieures de Sirius, puis qu'on devait faire un transit. Écoute, de triste mémoire, on se rappelle bien sûr ces événements-là, les assassinats massifs et suicides collectifs de Grange-sur-Salvan en Belgique, en Suisse, pardon, et ensuite, 2 ans plus tard, c'était à Saint-Casimir, là, tout près, un peu dépassé entre Trois-Rivières et Québec, où encore là, d'autres gens ont fait ce transit vers Sirius. Et dans ces cas-là, on parle souvent de gens éduqués et instruits, donc pas forcément, comme tu dis, des gens en bobette qui croient n'importe quoi, là. Donc, faut se méfier de ça, là. On a peut-être un mauvais préjugé pour comprendre qu'est-ce qui motive la foi ou les croyances d'individus. Oui. Et là, je t'en reviens à ce documentaire, donc, faut pas se le cacher, c'est 1h45 de blabla. On a ce Stephen Greer qui est là, qui nous parle de ses histoires, et là, bien sûr, il nous dit que les preuves que l'on a sur les ovnis sont des preuves écrasantes. Tabarnouche, j'ai hâte de les voir, ces preuves écrasantes, mais évidemment, on a droit qu'à quelques petits bouts de films flous, des photos floues, et là, il va jusqu'à nous dire, dans un documentaire que j'ai réalisé en 2013, on a même montré une momie extraterrestre. Oups, on est en train de nous bourrer, là, parce que cette petite momie, en fait, est un fœtus d'enfant qui avait été retrouvé dans le désert chilien et des analyses ADN ont clairement démontré 100%. Donc, il n'y a pas place à aucun doute, là. 100% que notre fameuse petite momie que lui, Stephen Greer, avait baptisée Ata, qui est une momie qui vient du désert de l'Atacama désert dans le Chili, est un fœtus humain. Il n'y a pas de doute là-dessus, là. Donc, on est en train de nous bourrer, là. Et je te dirais même, c'est assez amusant parce que ce fameux fœtus momifié qui donne un peu, c'est vrai que ça a à peu près 6 ou 7 pouces de haut, puis c'est vrai que ça a l'air un peu d'un extraterrestre, mais il y avait déjà Robert Ripley, probablement tu connais les fameux Replays or Not, là, tu sais, donc il y a toutes sortes de musées de l'insolite à travers le monde sous le nom de Replays. Ils ont d'ailleurs une ou deux de ces petites momies. Ça faisait partie un peu d'un rituel de momifier des fœtus comme ça en Amérique du Sud. Donc quand on essaie de nous faire croire que cette affaire-là est un extraterrestre, là, meilleure chance la prochaine fois, tu sais, le Père Noël n'est pas un martien non plus. Bon, et là il nous dit ça, tu sais, on a des preuves écrasantes, des photos, des films et cette petite momie. La momie est un fœtus d'enfant et les photos et les films ne sont pas fondamentalement des preuves, les témoignages n'en sont pas non plus, et qui plus est, quand tes photos et tes films sont flous. Et là, c'est du blabla, puis du blabla, puis du blabla pendant 1h45. Et là, on y va d'affirmation, là. On nous dit, par exemple, bien sûr, que Marilyn Monroe, on reprend que Marilyn Monroe est assassinée parce qu'elle voulait révéler des trucs sur les extraterrestres. On nous dit que les frères Kennedy ont été aussi assassinés pour ces révélations sur des extraterrestres. On nous mentionne que Carl Sagan, qui est probablement l'un des astronomes, l'un des vulgarisateurs scientifiques dans le domaine de l'astronomie les plus connus du 20e siècle, et qui était d'ailleurs assez critique par rapport à la question des ovnis, ben lui, sans preuve à l'appui, il nous dit que Carl Sagan était simplement payé pour débunker les ovnis, donc pour faire de la désinformation sur les ovnis. Donc probablement que je dois être dans le même club que lui. Vous avez un petit point en commun? Oui, c'est ça, un petit point commun. Et on nous raconte aussi que les Allemands, écoute, celle-là, je l'ai trouvé assez amusant. On nous raconte aussi que, tout ça sans preuve, là, bien sûr, on nous raconte aussi que les Allemands auraient développé des soucoupes volantes, et ça, en faisant de la rétro-ingénierie sur des engins extraterrestres. Donc, les Allemands, sous Hitler, là, le Troisième Reich, aurait mis la main sur des engins extraterrestres, aurait fait de la rétro-ingénierie, donc on aurait démonté ces engins-là, pour prendre cette technologie-là et l'adapter et fabriquer des engins, disons, des clones terrestres, mais avec une technologie extraterrestre. Et là, tu te dis, coudon, c'est-tu moi qui est cave? Mais il me semble quand la Deuxième Guerre mondiale a fini, là, les bons Ariens, là, nos bons Ariens avaient envoyé des enfants de 12 ans dans le costume des jeunesses hitlériennes avec des Mausers qui s'enrayaient à tout bout de champ pour essayer de se battre contre l'armée rouge, tu comprends? Oui. Quand t'es rendu que t'envoies des enfants dans les rues de Berlin pour défendre ta nation, là, mais semble que si les bons Ariens avaient eu des soucoupes volantes, technologie extraterrestre, ils l'auraient peut-être utilisé pour gagner la guerre. C'est moi qui pose la mauvaise question, là. Ben non. C'est une bonne question.
Fait que, et à travers ça, bien sûr, de temps en temps, on nous fait comme une sorte de petite pause et là, on nous cite un commentaire. Tu sais, genre, les soucoupes volantes existent. Et qui a dit ça? L'ancien président Dwight Eisenhower. Ah ouais. Mais sais-tu qu'on pourra faire exactement le même exercice avec Dieu? Tu sais, combien de fois des présidents ou des hommes d'État ont dit in God we trust, hein, Dieu nous fait confiance, je crois en Dieu. Ça veut-tu dire que Dieu existe? Non, ça veut pas rien dire, ça. C'est n'importe quoi. Donc, j'ai regardé ça. Écoute, $5 mal investis, un ramassis d'inepties, de choses ridicules, un bonhomme qui, pendant 1h45, nous fait une propagande incroyable de ses croyances qui frise parfois le ridicule. Christian, le chèque est dans le mal. Ah, merci. Le chèque est dans le mal. OK, on termine avec ça. Il y a une nouvelle série sur les ovnis qu'on va avoir accès sur le réseau History, donc aux États-Unis. Oui, ça c'est peut-être intéressant. Puis c'est drôle, on nous présente ça comme une nouvelle, mais on dirait qu'on oublie que ça a déjà été fait. Hein? Donc, c'est l'histoire qui se répète. Donc, History a commandé à Robert Zemeckis, qui a fait notamment les Back to the Future là, et le film Contact. Donc, on a commandé à Robert Zemeckis une série en 10 épisodes qui sera sur, on va s'inspirer c'est une affaire sur les ovnis, et on va s'inspirer d'histoires sur les ovnis bien réelles, qui ont été colligées dans les années 50-60 par l'armée américaine. On le sait, à cette époque, en fait, à partir de 1952, l'armée américaine a mis de l'avant un projet qui s'appelait le projet Blue Book. Ça avait commencé quand même quelques années plus tôt, là, déjà en 47, les Américains s'étaient intéressés à la question des ovnis avec un projet du nom de projet Sign. Éventuellement, le projet Sign est devenu le projet Grudge. Et en 1952, donc, on lui a donné un nouveau coup d'envoi à ce projet-là. On l'a un peu ressuscité sous le nom de projet Blue Book. Et ce projet-là a duré jusqu'en 1969. En 1969, l'armée américaine a tiré la plug là-dessus en disant qu'il y avait à peu près rien de très intéressant là-dedans. Donc, les ovnis n'étaient pas fondamentalement, on n'avait aucune preuve que c'était des engins extraterrestres. Et bien sûr, ces engins-là ne menaçaient pas la sécurité nationale. Donc, merci, bonsoir, pas d'intérêt. Alors, c'est ce projet Blue Book. Durant toutes ces années, on a enquêté sur à peu près 12 600 cas d'ovnis. Bon, il y en a beaucoup là-dedans, c'est des petites lumières qui clignotaient dans le ciel, mais il y avait des cas vraiment très intéressants et très bizarres. Et là, c'est un peu ce que History a demandé. On dit à Robert Zemeckis qu'ils aimeraient avoir une série qui va un peu reprendre ces grandes histoires d'ovnis colligées à l'époque du projet Blue Book, les mettre en images. Bien sûr, tout ça sera présenté avec un scénario un peu de fiction, mais on va vraiment s'inspirer de ces grandes histoires colligées par l'armée américaine. Et je rappelle, là, évidemment, on se dit, wow, c'est le fun, c'est intéressant, mais c'est un truc qui avait déjà été fait en 1978 et 1979. Les plus vieux de nos auditeurs vont peut-être se rappeler qu'il y avait une série américaine qui s'appelait Project UFO, où on suivait 2 enquêteurs de l'armée américaine qui enquêtaient sur des histoires d'ovnis tirées à même le projet Blue Book. Donc, on a l'impression qu'en fait, le mandat qu'on a confié à Robert Zemeckis est un peu le même qui avait inspiré les créateurs de cette série Project UFO à la fin des années 70. Mais ça reste un projet très intéressant, puis j'ai hâte de voir ça à la télé. Oui, moi aussi. Puis, est-ce qu'on va avoir accès à ça au Québec ou va falloir faire quelques passe-passe pour y avoir accès? Tu sais qu'il y a une sorte de relation entre History aux États-Unis, History Canada anglophone et History, le canal Histoire francophone au Québec. Okay. Alors, j'ai bien l'impression que très bientôt, à partir du moment où la série commencerait à être diffusée aux États-Unis, j'ai l'impression qu'on pourra également la retrouver sur le réseau Histoire ici au Québec. ChristianPage.ca, un gros merci. Ça me fait plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Bye bye. 8h53, je dois faire une courte pause. Laurent.